L'été arrive à grands pas au potager et la ressource la plus précieuse, l'eau, risque de se faire de plus en plus rare. Alors c'est l'occasion de parler du paillage et de l'arrosage, deux solutions qui vont nous permettre, je l'espère, de passer l'été sans trop d'encombre. Je vous propose cette vidéo aujourd'hui parce qu'on est dans un contexte idéal niveau météo. Ça fait 20 jours qu'il n'a pas plu, ça fait 20 jours qu'il fait des conditions quasi estivales entre 25 et 30 degrés. Il a fait du vent aussi souvent, des conditions qui assèchent rapidement un sol. Et ce sera donc l'occasion d'aller tester l'efficacité de ces deux solutions jumelées, paillage et arrosage. J'ai 18 parcelles au potager, 18 contextes différents, 18 paillages différents. On ne va pas toutes les voir, mais on va aller en observer plusieurs, aller voir sous ce paillage si on y trouve un sol à la fois humide et surtout un sol vivant, rempli de vie, parce que c'est ça qui nous intéresse quand on développe un potager sur sol vivant. On a besoin de fertilité biologique. Ce sont tous ces vers de terre, micro-organismes, macro-organismes, virus, bactéries, champignons qui vont décomposer, humifier, minéraliser tous nos apports organiques. Et si le sol s'assèche, si la vie du sol disparaît, tout s'arrête et rapidement la fertilité s'écroule. Alors allons faire le point sur différentes parcelles et observer si oui ou non on est prêt pour affronter cet été au potager. On se dirige sur la parcelle numéro 2 du potager. C'est une parcelle que j'ai dépaillée cette fin d'hiver. De dépailler, je sème plus facilement, les limaces aussi sont bien moins présentes, le sol se réchauffe plus vite. Il s'aère aussi parce que souvent il est gorgé d'eau de cette humidité de tout l'hiver. Par la suite, la culture prend vite place et fait quelque part office de paillage en elle-même. Les mange-tout envahissent la planche de culture, l'air, le soleil ne pénètrent plus beaucoup et le sol se retrouve à l'abri sous la culture. Et maintenant, il est temps de mettre fin à cette culture, de tout nettoyer et c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe dans le sol. Déjà, on va pouvoir faire une première observation, une première comparaison, aller voir le sol sous les goutteurs, là où il y a eu quelques arrosages, je vous en parlerai tout à l'heure, et aller voir juste à côté, là où il n'y a pas de goutteurs, voir ce que ça donne sans arrosage. On observe déjà une bonne couche de matière organique sur les premiers centimètres. C'est une parcelle sur laquelle j'avais ramené beaucoup de broyat végétal à l'automne dernier, un mélange de tonte, de feuilles, de brindilles, de bois, de broyat de taille de haies, d'arbustes, et tout ça aussi mélangé avec du compost végétal. Et là, plusieurs mois après, on voit vraiment ce résultat de décomposition de la matière organique grâce bien sûr à la vie du sol. Regardez sur qui on tombe, toujours ces fameux vers de terre. Et je l'ai toujours dit, ces vers de terre, le jour où j'arriverai à en avoir dans tout le potager, dans toute la surface du potager, toute l'année, je n'aurai plus à travailler et je céderai mon rôle de travailleur du sol à leur place, parce qu'ils le font bien sûr bien mieux que moi. Maintenant, on passe juste à côté, et pas à 500 mètres, hein, juste à 50 cm, là où il n'y a pas de goutteurs, dans un contexte donc de sol assez dépaillé depuis la fin de cet hiver, mais qui quand même a été ombragé par cette culture de mange-tout. Rapidement au ressenti, déjà en piochant et puis à la main, je me rends compte que ce sol est déjà trop sec, la structure n'est plus du tout la même, la vie du sol me semble bien plus absente. Je vois pas d'ailleurs pourquoi des vers de terre iraient galérer dans un sol aussi sec. L'important c'est de toujours essayer d'avoir un sol humide comme une éponge essorée. Et là on commence déjà à s'en éloigner. Alors il va être urgent de vite réagir pour recréer à nouveau des conditions idéales de fertilité. J'utilise alors mes deux solutions, arrosage et paillage, sachant que l'une bonifie 1000 fois l'autre. Un arrosage va être nettement bonifié par un paillage. Il va retenir la moindre goutte d'eau, il va retenir l'humidité au sol, il va éviter toute évaporation. Et à l'inverse, un paillage va lui être 1000 fois bonifié
dans un contexte humide. Je vois mal d'ailleurs l'intérêt de pailler un sol qui soit sec. Alors au boulot, je me sers de tout ce que j'ai sous la main pour pailler cette parcelle. Déjà, tous les résidus de récolte de mange-tout, ça fait déjà un bon paillage conséquent. Mais c'est un paillage très vert qui manque vraiment de carbone, qui manque de durabilité. Il va être trop vite minéralisé. Alors vraiment, je l'équilibre avec d'autres paillages que j'ai stockés dans les allées du potager, des restes de foin, de paille que j'avais enlevé cet hiver sur d'autres parcelles. J'ai aussi toutes les tailles de mes haies que je laisse maintenant directement au sol. Je m'embête même plus à les broyer. Avec le temps, elles se décomposent un petit peu et puis sinon je les casse. Et tout ça, ça commence en tout cas à faire un bon paillage conséquent. Chez vous, vous pouvez pailler avec toutes les matières organiques, végétales ou animales qui traînent dans votre environnement, que ce soit du foin, de la paille, des feuilles mortes, des tontes de pelouse, des composts grossiers, que ce soit des composts de fumier, des composts végétaux, des composts de cuisine, que ce soit aussi du broyat de haies, tout ça peut vraiment bien pailler votre sol et le protéger pour les fortes chaleurs pour les 3 mois à venir. Deuxième exemple avec un bout de parcelle où j'avais semé des fèves. C'était cet hiver, c'est la parcelle numéro 12. Et pour les fèves, ce n'est pas utile de dépailler son sol parce que les graines sont grosses, les plants peuvent passer à travers. Ce qui fait qu'ici, le sol n'a jamais été dépaillé. Et en plus, comme partout dans le potager, il y a un système de goutte à goutte pour, par moment, irriguer si besoin. Alors on est parti pour une deuxième observation et vous allez voir, il en faut peu parfois pour être heureux. Oh, c'est quoi ça? Sacrée bête là. C'est génial. Oh là là, il a un ver de terre. Ah, j'adore tout ça. Donc important de garder cette humidité avec un max de paillage et puis si nécessaire arroser un petit peu, mais c'est ça qui retient l'humidité au sol. Troisième exemple de contexte avec la parcelle 16 du potager, qui est une parcelle avec des plants de pommes de terre et là aussi beaucoup de matière organique apportée, du compost végétal, du broyat végétal pour bien buter les plants de pommes de terre, des restes de tontes de prairie, un peu de foin, un peu de paille. Et ben je vous laisse regarder les images. Là aussi, il y a des goutteurs, donc un peu d'humidité par arrosage. Et je crois oui que vraiment les images parlent d'elles-mêmes. Quand on voit la vigueur de ces vers de terre, cette énergie, c'est facilement compréhensible de se dire que tout ça, ça bosse là-dessous, ça aère, ça fait des galeries, ça digère, ça fertilise. Et j'imagine grandement qu'une fois cette culture terminée, il sera inutile de travailler quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, je l'imagine. On fera bien sûr un nouveau bilan, un nouveau point, une fois que cette culture sera terminée. Quatrième exemple, on est cette fois sur la parcelle numéro 7 du potager. C'est une parcelle sur laquelle j'ai installé mes plants de tomates et c'est une parcelle qui est vraiment bien paillée avec un mélange de paille justement assez carboné et équilibré avec beaucoup de tontes de prairie. Et ce qui fait que oui, il y a un paillage vraiment assez conséquent de bien 15-20 cm. On va aller tester une zone où il n'y a pas de goutteurs et vous allez voir que très rapidement, je m'aperçois que vraiment la situation est bonne parce que de suite, déjà en surface, on ressent de l'humidité. Et s'il y a de l'humidité en surface, c'est qu'il y a de l'humidité dans les premiers centimètres du sol. Et ça, c'est toujours vraiment chouette, toujours dans cette optique de maximiser vraiment cette vie, cette fertilité biologique du sol. Alors on voit bien qu'ici, les 20 jours estivaux n'ont pas été un problème pour maintenir l'humidité au sol. Il faut quand même nuancer avec 2 paramètres. Déjà, dire qu'il a beaucoup plu les jours auparavant, il y a 25-30 jours. Et donc, le sol a bien pu remplir sa réserve utile en eau. Et puis aussi, on est sur une parcelle qui est légèrement ombragée en début de journée pendant 2-3 heures. C'est un petit peu comme si on avait un temps parfois nuageux dans la journée en fait. Et pour vous dire que de suite, sitôt qu'on s'éloigne de ces conditions brutales de soleil à perte de vue,
bien de suite, le sol a bien sûr moins de difficultés à retenir ou en tout cas à maintenir des conditions d'humidité. Quoi qu'il en soit, là ici on a un bel exemple de rôle du paillage qui maintient une humidité au sol dans des conditions, on va dire, normales mais quand même assez chaudes. Je vais quand même aller tester sous un goutteur, sachant que quand j'arrose, je me complique pas trop à ouvrir une parcelle, fermer l'autre, j'arrose le sol du potager dans sa globalité. Et là, d'aller tester sous un goutteur, je me rends compte que effectivement, c'est un petit peu comme si je gaspillais de l'eau, parce que au ressenti, on sent de suite que là, il y a trop en fait d'humidité. Le sol est un petit peu collant, la texture, la structure en tout cas du sol est un petit peu trop gorgée d'eau, ce qui n'empêche pas en tout cas qu'il y ait quand même une vie du sol qui se développe. Vous voyez encore une fois des vers de terre, et allez, on va dire à choisir, je préfère 1000 fois avoir un léger excès d'eau qu'un manque d'eau, parce qu'on le verra tout à l'heure, les quantités d'arrosage sont quand même relativement modestes pour cette surface de potager. Cinquième exemple, cette fois sur la parcelle numéro 1 de mon potager. Et vous voyez d'ailleurs ce que serait mon sol sans apport de matière organique, sans arrosage, sans paillage. Vous voyez toute la différence avec juste à côté, avec le sol qu'on va chercher sous le paillage, sous un goutteur, où là, ça n'a absolument rien à voir. On constate un sol bien vivant, bien riche, bien fertile. Je finis avec deux exemples différents qui, je trouve, apportent aussi des idées intéressantes. Déjà, ce bout de parcelle sur lequel j'ai fait un compost de surface. On pourrait appeler ça aussi comme une butte lasagne, puisque j'y apporte tous mes déchets de cuisine, notamment, qui sont très humides. Souvent, ça coule tellement tous ces déchets sont très humides. Et j'équilibre, toujours pareil, avec des déchets plus secs, plus carbonés, que ce soit du foin, de la paille, du broyat végétal. Vous voyez les légumes derrière moi, que ce soit les plants de maïs, les tomates, les courgettes, les courges. On peut dire que les légumes s'y régalent, ça se comprend facilement parce que les déchets organiques se minéralisent assez vite. Tout le contexte est très meuble, très aéré et vite réchauffé en plus parce que tout ça c'est très noir comme couleur. Après, là où mon ressenti est un peu plus nuancé, c'est que sur les 20-30 premiers centimètres, je n'ai pas de sol minéral. Et pour moi, le sol minéral, c'est la durabilité. Tout ce qui est argile, sable, limon, calcaire. Et tout ça, il faut creuser bien plus profond pour aller le chercher. Ou alors, il faudrait que la vie du sol bosse vraiment énormément pour faire le remue-ménage. Et j'ai bien peur que déjà l'année prochaine, tout ça soit très éphémère, que la moitié de cette ressource est déjà disparue, voire même 80-90%. Et souvent d'ailleurs, les gens disent d'expérience que les buttes lasagnes, le gros inconvénient, c'est que rapidement, elles perdent de la hauteur. On finit donc avec ce dernier exemple. On revient sur la parcelle numéro 1, cette fois-ci à l'autre extrémité, où il y a toujours des arbustes fruitiers, un plant d'artichaut. Et là, il y a à mon sens ce que je recherche vraiment au potager, ce sol qui fait un alliage de la matière minérale, de la matière organique, tout ce complexe argilo-humique, on appelle ça. On a bien l'argile, le limon, des apports de sable aussi que j'ai fait qui se sont liés. On a toute la décomposition de tous les apports organiques, les composts grossiers de fumier, les composts végétaux, les paillages qui se décomposent. On a de l'eau bien sûr, de l'humidité et cette vie du sol, ces vers de terre notamment, des vers adultes, des vers tout bébés aussi, c'est bon signe, ça veut dire que tout se démultiplie là-dedans. Et une fois que j'aurai réussi vraiment à arriver à recréer vraiment cette texture à mon sens idéale sur tout le potager, je pense que j'aurai franchi un pas en avant vers cette quête de bien faire. Je n'aurai plus qu'à pailler en surface, la vie du sol fera le boulot à ma place et puis je n'aurai plus qu'à arroser si nécessaire par temps de canicule, par temps de sécheresse. Et justement, on va finir en regardant de plus près et rapidement ce système d'arrosage au potager.
il y a déjà une vidéo sur la chaîne qui parle de tous les détails techniques de mon installation de goutte à goutte. Je vous mets le lien en dessus et dans la description de la vidéo. Mais aujourd'hui, on est là pour plus parler de la finalité de cette installation. On va déjà aller voir dans le regard. D'ailleurs, pour l'anecdote, en ouvrant le regard, que je n'avais pas ouvert depuis des lustres, je suis tombé sur une véritable fourmilière, de la terre de partout. Je me demande encore comment tout ça pouvait fonctionner sous cette terre. C'est du robuste. Une fois nettoyé, on peut mieux distinguer l'arrivée centrale au bout du regard. Et puis ensuite, une nourrice qui divise tout ça en 4 circuits au potager. Et sur chaque circuit, une bonne centaine de goutteurs. Ça me soulage énormément puisque je n'ai quasiment plus aucune corvée d'arrosage, si ce n'est de temps à autre aller arroser au tuyau, à l'asperceur, un jeune semis par exemple, un semis de carottes qui va mieux apprécier être humidifié à l'asperceur plutôt qu'au goutte à goutte. Alors pour les quantités d'arrosage, les fréquences, c'est la grande question. Évidemment, ça dépend totalement du contexte climatique. Dans les conditions les plus rudes, où il fait chaud, où il fait soleil, où il y a du vent, je mets le système d'arrosage tous les 3 jours en marche. Et chaque fois, je fais en sorte qu'il y ait environ 6 litres par mètre carré. Et comme il y a 150 mètres carrés, ça fait en gros 1 mètre cube par arrosage. Ça peut paraître énorme. Et à la fois, moi je trouve que c'est des quantités extrêmement raisonnables. Ça fait 2 litres par jour par mètre carré, ni plus ni moins qu'une grosse bouteille d'eau. Et je peux vous dire que vous pouvez la déverser sur 1 mètre carré et vous verrez que ça fait vraiment pas grand chose. Alors bien sûr, il faut absolument avoir un paillage consistant pour arriver à de telles quantités d'arrosage, parce que sinon, dans des conditions similaires, dans ma région en tout cas, les quantités sont triples, quadruples, voire quintuplées. Donc quelque part j'en suis assez fier. En même temps je rêverais d'aller vers encore moins de quantité. La moindre pluie déjà nous fait épargner des mètres cubes. Mais déjà avec 1 mètre cube par arrosage, ça fait 10 mètres cubes par mois. Je trouve que c'est déjà une quantité raisonnable, d'autant plus que financièrement, on va le voir, j'ai la chance d'avoir un compteur séparé avec un coût bien inférieur à celui de l'eau que l'on a à la maison. C'est un compteur que vous voyez là juste en dessous de mon compteur d'eau de la maison, et c'est un compteur sur lequel je vais payer l'eau bien 2 fois moins cher, même pas 1,50 € le mètre cube, parce que c'est de l'eau qui est destinée à aller à la terre et non pas aux égouts, ce qui fait que je ne paie pas toute la partie de traitement des eaux usées. Ce qui fait qu'au final, sur la saison, ça représente un budget global autour des 50 €. Sitôt qu'il y a une moindre pluie, évidemment, on peut espérer diminuer grandement ce budget. Avec un bon paillage, avec un bon sol vivant, le moindre orage est retenu à 100% et on peut vite éliminer 2-3 arrosages et de suite, bien sûr, la facture tombe. Je retiens que je pourrais aussi faire mieux, je pourrais retenir de l'eau de pluie avec des citernes, retenir l'eau qui va sur le toit de la maison, mais il faudrait 5, 10, 15, 20, 30 mètres cubes. Et ce sont des solutions qui aujourd'hui sont difficilement envisageables dans mon contexte de petite, on va dire, propriété privée. Alors j'essaie de faire ce que je peux avec les moyens du bord, j'en suis déjà satisfait, mais j'espère arroser encore moins, peut-être ajouter une 3e solution à celle du paillage et de l'arrosage, une solution d'ombrage du potager. Je suis en train d'y réfléchir et on verra ça. Je vous en reparlerai dans les semaines à venir pour protéger cette fois non pas le sol, mais les plants directement. Je vous remercie d'avance pour tous les commentaires que vous allez apporter à cette vidéo, toutes vos expériences sur le paillage, l'arrosage, tous vos ressentis. Ce sera avec plaisir de les lire. Merci aussi pour votre fidélité, comme toujours, à la chaîne. Et puis à très vite, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Passez une belle semaine. Ciao, ciao!